Donc, est-ce que tout le monde voit bien mon écran et le PowerPoint? Vous pouvez faire des petits pouces, des petites réactions, des petits applaudissements. Oui, parfait. OK, super. Fait que, en gros, bienvenue à la rencontre d'information pour le défi sportif en Corse de la Fondation du CHU présenté par Trip Voyage. Donc, aujourd'hui, le fonctionnement de la rencontre, comme je disais, là, si vous voulez ouvrir vos caméras, allez-y. C'est toujours le fun de voir vos visages, puis les réactions et tout ça. Euh, Idéalement, les micros fermés, à moins que vous ayez une question. Euh, vous pouvez soit utiliser le channel, là, le clavardage, ou aussi lever votre main, puis on pourra vous donner la parole tout au long de la réunion. Mais sinon, il y a aussi une période de questions à la fin. Fait que si vous voulez là, garder vos questions pour la fin, ça, c'est bien correct aussi. Euh, on peut se présenter les gens qui organisent cet événement. Donc, je m'appelle Sandrine, je travaille à la Fondation du CHUS comme coordonnatrice aux événements et je suis accompagnée de Pierre. Pierre, je ne sais plus où est ton visage dans tous ces participants, si tu veux te présenter. Moi, je me vois en bas, mais je ne sais pas où vous êtes, où est-ce que je suis dans la mosaïque. Moi, je suis le président de Sentiers du Monde, qui est celui qui fournit les treks, les randonnées. Mais le partenaire du CHU, c'est l'agence de voyage Trip Voyage. Mais moi, je suis Sentiers du Monde qui fournit à Trip Voyage le circuit que vous allez faire en Corse. Voilà. Donc, ce sera les visages que vous verrez le plus souvent, celui de Pierre et moi, si vous participez au défi sportif. Alors, sinon, justement, le déroulement de la rencontre aujourd'hui, on va vous présenter brièvement là, la Fondation du CHU, le défi sportif, c'est quoi l'événement et les Sentiers du Monde là, dont Pierre parlait. Ensuite, l'itinéraire de le voyage en Corse en tant que tel, là, le trek et tout ça, ce sera quoi le défi? Donc, on passera l'itinéraire et tout. Ensuite, les coûts reliés au voyage, les prochaines étapes et, comme je disais, là, une période de questions. Mais tu sais, s'il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure, n'hésitez pas à, comme je disais, l'écrire dans le chat ou lever la main. Fait que voilà. Sinon, en gros, la fondation du CHU, c'est quoi? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est la fondation de notre centre hospitalier universitaire ici à Sherbrooke. Donc, on contribue à l'amélioration continue des soins et services de santé offerts à la population de la naissance à la fin de vie. Puis, les établissements qu'on supporte, en fait, c'est l'hôpital Fleurimont, l'Hôtel Dieu à Sherbrooke et le centre de recherche. Donc, en gros, on investit là, dans les soins de santé par l'achat et le renouvellement d'équipements, l'humanisation des soins, la recherche et tout ça. Donc, c'est vraiment la cause principale de la fondation. Le défi sportif, c'est quoi? C'est pas la première édition de cet événement-là, qui est un événement qui devient un événement fort de la fondation puis qui est attendu année après année. Donc, il y a eu déjà 6 éditions dans le passé. Alors, c'est quoi le défi sportif? Oui, c'est un voyage. Oui, c'est la destination, mais c'est aussi le côté défi sportif, c'est le dépassement de soi. Puis, c'est aussi une façon originale de redonner à la cause. Donc, c'est quand même une levée de fonds, c'est quand même du socio-financement, mais dans un esprit de groupe, puis un dépassement de soi. Fait qu'on va vous en parler là, tout au long de la rencontre, mais il y a quelque chose de très spécial qui se crée dans les groupes à chaque année. Puis, c'est ça. Fait que si vous participez au défi sportif, vous participez à un élan de générosité, à un groupe soudé, puis aussi, à des défis sportifs, je veux pas, donc un dépassement de soi au niveau tant physique que psychologique dans la levée de dons. Voilà, les dernières éditions, il y a déjà eu vous voyez une petite mosaïque là, de photos des dernières années, mais il y a eu Ako Tango, le Groenland, le Maroc qui a été tellement apprécié en 2022, qui est revenu en 2023 pour un deuxième groupe qui a quitté, le Japon et le groupe vient tout juste de revenir là, il y a 2, 3 semaines du Pérou. Puis il y a des gens qui ont participé au Pérou qui sont dans la rencontre aujourd'hui. Fait que j'imagine que ça les a pas trop traumatisés et qui ont encore envie de repartir. Même qu'il y a des gens là, qui ont fait 2, 3 éditions de nos défis sportifs. Fait que ça vous montre à quel point ça crée là, une chimie de groupe qui est pas mal spéciale. Puis justement, c'est oui des destinations, mais comme je disais, c'est l'esprit de gang,
c'est des paysages à couper le souffle, puis c'est une charge émotive très, très forte. Là, on est très fiers de ce qu'on fait, on se donne, puis c'est beau de le réaliser en groupe. Fait que souvent, il y a des trucs qu'on serait pas capable de faire seul, mais quand on gagne, ben ça nous pousse plus loin. Puis c'est un peu l'objectif du défi sportif, de se dépasser. Donc, voilà. Hum, donc, un peu ce que c'est le défi sportif en résumé. Pierre, je ne sais pas si tu veux nous parler de qui est les Sentiers du Monde. Oui. Est-ce que tu m'envoies tout de suite le contrôle ou... Je peux. Tu peux quand même te présenter pendant que je partage. Oui, oui. Bon, moi, je suis Pierre Couture. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est moi qui est en charge de Sentiers du Monde. Sentiers du Monde, c'est un tour opérateur qui, ça fait au moins déjà 14 ans, presque 15 ans, qui existe et qu'on s'est spécialisé sur... ça a commencé par des treks, justement, pour des fondations. Et au fil des années, on a développé ce qu'on appelle plus du soft adventure avec des voyages, donc un peu plus classiques, mais où est-ce qu'on rentre vraiment en contact avec les communautés. Donc, même les treks que l'on organise aujourd'hui, c'est des treks où est-ce que vous allez rentrer en contact avec les gens de la communauté. On rencontre le monde, on participe des fois à des activités avec eux, ce qui nous permet d'avoir plus qu'une expérience de rando et de défis. Vous avez aussi une expérience culturelle et moi, c'est sûr, culturelle avec les gens que l'on rencontre dans les communautés. Là, je vais voir comment, tout à l'heure, il est un petit peu lent à changer. Ah, voilà. Donc, attendez un petit peu, je vais revenir, c'est ça. Bon, vous avez ici une map monde de tout ce qu'on voit dans le monde. Tout ce qui est en jaune, c'est ce que l'on fait déjà à date. On a des produits, on a des ententes avec nos partenaires à travers le monde dans tous ces pays-là. Ils s'en rajoutent d'autres. Et même, il y a des pays à l'intérieur de ça quand ils sont en gris, ça veut pas dire qu'on ne travaille pas sur ces destinations-là, mais ça veut pas c'est qu'on n'est pas tout le temps en contact avec eux, tandis que tout ce qui est en jaune, c'est des gens avec qui on travaille à l'année. Et depuis 14 ans, c'est des partenaires qu'on a connus, qu'on a travaillé ensemble, qu'on est allé dans les pays, qu'on les a visités. Et ce qui fait que la majorité du temps, maintenant, c'est des gens qu'on connaît assez bien. C'est devenu presque comme des amis. Ce qui fait que quand on a besoin de travailler ou rencontrer des gens où il arrive un petit pépin, c'est assez rapide. On est capable de changer s'il y a un pépin, de travailler assez vite, puis changer ça, de transformer ça. Donc, on n'a pas trop de misère avec nos partenaires. Ça change-tu? Je pense que c'est plus rapide de ton côté, Sandrine. Et voilà. Je pense que je vais te redonner le contrôle, OK? Parfait. Parce je vais suivre que, tes paroles. ouais, parce que là, ça va passer vite de mon côté. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Donc, la Corse, ça va être du 16 au 24 mai cette année. Vous avez un peu l'image à quoi ressemble la Corse. La Corse est une île qu'on appelle l'île de Beauté, qui appartient à la France, mais qui est beaucoup plus proche de l'Italie en termes de culture. La langue corse est beaucoup plus près de la langue italienne que de la langue française, mais ils appartiennent à la France depuis Napoléon Bonaparte, parce que Napoléon venait de là. Oups, c'est quoi qu'on vient de voir? Il est apparu une drôle d'image. Anyway. Donc, nous, on va arriver, si vous voyez la partie de la Corse, on est dans le sud de la Corse, c'est là qu'on va faire notre trek. Donc, tu peux changer d'image. Donc, vous voyez la Corse, où est-ce qu'elle se présente. Nous, on va faire un vol qui va faire Montréal-Nice. Et de Nice, on va prendre un autre vol qui va nous amener sur l'île de Corse, dans le centre, du côté ouest, sur la capitale Ajaccio. Vous voyez où est-ce qu'elle est. Donc, quand je vous disais, c'est un mélange c'est plus près de l'italien en termes de culture. On n'est pas très, très, très loin. Et tout de suite au sud, c'est la Sardaigne, qui est italienne aussi. Donc, ils ont une culture qui est très proche des Italiens. On va changer de slide. Donc, c'est cette partie-là qu'on va faire. Donc, on arrive sur Ajaccio, qu'on voit à gauche, et on va se rendre dans le centre de la Corse. Donc, si vous voyez Zonza dans le milieu, c'est une partie où est-ce qu'on va travailler beaucoup, qu'on va se promener beaucoup. Après, on va descendre sur Sartène, et de Sartène, on va aller à Bonifacio, Propriano, et on va revenir sur Ajaccio.
tout ça en l'espace de 7 jours à peu près. Donc, vous voyez un peu la nourriture qu'ils ont. Ils ont beaucoup de charcuterie et des paysages époustouflants. On change. Donc, notre première journée, comme je vous disais, on part de Montréal vers Nice. Normalement, on part le soir, on arrive le matin. Lorsqu'on va arriver sur Nice, on a une attente d'environ 4 heures. Donc, comme l'aéroport est juste à côté de la promenade des Anglais et de la grande plage qu'on voit là. Donc, souvent, les gens vont prendre un peu de temps. On laisse les valises à l'aéroport et on a un 2 heures qu'on est capable d'aller marcher, d'aller se promener sur la promenade des Anglais. Et comme on va avoir 4 heures à l'arrivée et 4 heures au retour, bien, ceux qui n'auront pas eu le temps de faire leurs premiers 2 heures la première fois, ils pourront le faire la deuxième fois, ce qui va nous permettre d'aller visiter un petit peu Nice. S'il y a des gens qui veulent, après ça, avoir une extension après le voyage, à partir de Nice, on pourra toujours organiser quelque chose s'ils veulent. Donc, de Nice, on va prendre un autre vol, comme je vous disais, 4 heures après. On va s'en aller dans la capitale, à Ajaccio, qui est la capitale de la Corse. On atterrit à Ajaccio. Donc, on voit les 2 flèches rouges. On atterrit à Ajaccio. Ici, on arrive de Nice, on part sur Ajaccio. À l'aéroport, comme je vous disais, à Ajaccio, on va s'installer là pour la première nuit. Donc, on s'en va, on vient nous chercher, on récupère les véhicules, parce que dans la Corse, c'est des petites routes, donc on va se promener avec les petits véhicules qui vont nous emmener dans les endroits où est-ce qu'on va faire nos treks. Mais pour la première nuit, on reste à Ajaccio, on va dormir à l'hôtel qui est là, on va avoir un repas, tout le monde en groupe ensemble. On devrait être capable de rencontrer la première soirée notre guide de sentier avec qui on va travailler pour toute la semaine. Et à partir de là, on va faire un briefing sur comment ça se passe, de quelle façon que les treks et les déplacements vont se faire. Le lendemain, on prend nos véhicules. Comme on est un groupe de 17 en tout, incluant guide et sentier, on va 18, mais incluant le guide de sentier, l'accompagnateur de Sentier du Monde et la personne qui vient pour le CHU, ce qui laisse 15 places pour les marcheurs. Donc, on est dans 2 véhicules et nous allons partir, ça va nous prendre à peu près 1h15 de la capitale d'Ajaccio pour se rendre à Cuenza, pour s'installer là pour les 2 premières nuits. Et de là, nous, on va aller se promener, on va aller faire des petits coins de route pour aller faire nos treks. Vous voyez en arrière, au fond, en bas, c'est les aiguilles de Bavella. Donc, la première journée, on s'en va dans cette direction-là. Donc, vous voyez sur la carte, on prend Ajaccio, on prend les petites routes et on s'en va à Zanza. C'est pas très grand, la Corse. Hein? Donc, quand je vous dis que de Zanza à Ajaccio, c'est 1h15, 1h30, c'est pas parce que c'est très loin, c'est parce que aussi c'est des petites routes, on va pas très vite. Quand on va 50 km, 60 km, c'est à peu près la vitesse que ça roule. Vous voyez Cuenza, qui est au pied des aiguilles de Bavella. Là, on voit aussi à gauche, c'est ça, l'édifice qu'on voit là, c'est le petit hôtel qui, normalement, on devrait être hébergé. C'est comme c'est petit, c'est toujours des petits hébergements. On s'en va à l'autre slide. On va voir un peu la ville. Vous voyez un peu le genre de chambre que l'on a dans les hôtels. C'est des petites auberges. Et normalement, on prend tous nos déjeuners dans les hôtels. Et le soir, on va prendre nos repas soit dans l'hébergement où est-ce qu'on est, mais plus souvent, on va être dans des petits restos de la place où est-ce qu'on s'en va manger dans le petit restaurant. Et le midi, c'est des pique-niques. Donc, je vous en parlerai. Donc, la première journée, on débarque nos choses, on s'en va, on débarque nos valises à l'hôtel et immédiatement, on s'en va faire les contreforts de Punta Vellaco pour aller marcher vers les aiguilles de Bavella. Donc, on est déjà, dans la première journée, on va aller faire déjà un 4 heures de rando. Donc, on part le matin, on va s'installer à l'hôtel, laisser nos choses là et on part immédiatement. Ce qui veut dire qu'on va aller faire un 4h30 de marche avec un dénivelé de 450 mètres. C'est notre première journée. Et on va manger un pique-nique. Donc, les pique-niques, c'est toujours des pique-niques qu'on ramasse sur place. Vous allez les voir tout à l'heure à quoi ça ressemble. Et on s'en va marcher là. Donc, 450 mètres de dénivelé de montée et de descente. La Corse, ce n'est pas l'altitude qui est le plus difficile, c'est les sentiers. Donc, ça vous prend des bonnes bottines. C'est des sentiers qui ont beaucoup de racines et des bonnes roches rondes.
Donc, si on ne veut pas avoir de problème, c'est pas nécessairement que c'est difficile en termes d'altitude, mais il faut être sûr qu'on a des bonnes chaussures de rando avec des bonnes semelles qui fait qu'on ne sent pas trop le sol et vous allez être confortable. Sinon, si vous arrivez avec des petites chaussures de marche rando, c'est vraiment pas bon. Vous allez avoir mal aux pieds, vous allez vous donner des ampoules assez rapidement. On s'en va au pied des aiguilles de Bavella. On continue. Donc, ça vous donne un peu les images à quoi ressemblent les aiguilles. On ne monte pas en haut. Par contre, on va se rendre au trou de la bombe. On va se rendre au pied du trou de la bombe. Et ceux qui veulent, on peut monter. Il y a des cordages, on peut monter jusqu'en haut pour aller voir le trou. Seulement ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, on ne monte pas là. Ceux qui ont du vertige, on ne monte pas. Vous restez en bas. Ceux qui veulent, on prend un temps d'arrêt pour monter. Et c'est très sécuritaire. Avec nos guides de sentier, on s'arrange toute la personne en haut. Ce que le mec fait là, dans le trou, moi, je ne le fais pas et je ne conseille pas de le faire. Mais pour l'image, ça paraît bien. Mais c'est quand même assez haut. Là. Les aiguilles de Bavella sont à 1850 mètres. Donc, puis de l'autre côté, ça descend. Fait que moi, je ne vous conseille pas de le monter. On ne le conseille pas non plus. Vous voyez les genres de pique-nique que l'on fait. Normalement, soit avec l'hôtel dans lequel on dort, ou soit on va à l'épicerie, on achète des légumes, on achète des fruits, on achète du pain, du fromage, toutes sortes de choses, des viandes. Et le midi, on fait nos pique-niques soit dans les meilleurs endroits, soit dans la montagne, soit des fois dans des petites terrasses. Et il y a beaucoup, beaucoup de variétés que l'on prend dans nos pique-niques, ce qui fait que la nourriture est excellente. On emmène toujours, moi je demande aux gens d'emmener toujours une gamelle, pas nécessairement en métal, une gamelle en plastique qui se ferme bien, parce qu'on se fait des salades avec des artichauts, avec des piments, de la tapenade d'olive. Donc, si on ne veut pas qu'on renverse, on ne veut pas se tâcher, généralement, on prend notre gamelle, on met ça dedans, on mange, on a notre gamelle, on a notre bouteille d'eau, on peut s'acheter d'autres breuvages et on mange sur place. Donc, notre jour 4, je ne sais pas si vous suivez dans les journées, le jour 1, on est parti de Montréal, le jour 2, on est arrivé à Ajaccio, on a dormi là, le jour 3, on s'est rendu à Cuenza, ou Zonza, c'est la même chose, dans les aiguilles de Bavella. Et le jour 4, on s'en va traverser des villages de l'Alta Rocca, ce qui veut dire dans la haute montagne. Et nous allons passer la journée dans ce village-là. Et nous allons revenir après ça, dormir encore à Cuenza. Donc, c'est pour ça qu'on est 2 nuits à Cuenza dans le même petit village. Donc, on peut changer. Les chevaux qu'on voit là, c'est des chevaux sauvages. On va aller rejoindre le sentier qu'on appelle Marée à Marée Sud, parce qu'en Corse, il y a plusieurs sentiers. C'est très bien balisé, ça ressemble à des autoroutes. Vous avez on les appelle les GR, les grandes randonnées. Le plus connu, c'est le GR20 qui part du nord au sud, qui est probablement la randonnée, le trek le plus dur de toute l'Europe, même plus dur que le Mont Blanc. Parce que c'est très long, c'est très rocheux, très racineux, comme je vous disais tout à l'heure, et les températures changent beaucoup. Nous, on va faire un petit bout sur le GR20. On va faire les parties les plus hautes du GR20, donc ce n'est pas les parties les plus difficiles, mais vous allez avoir quand même fait un bout sur le GR20. Puis le Marais-Marais, c'est une rando, je pense que c'est le GR12. Lui, il traverse de l'est en ouest la montagne, puis s'en aller d'un côté de la mer à l'autre côté. Vous voyez le genre de paysage que l'on voit. Et on a une image des randos, là, pas des randos, mais des sentiers. Et on est en haute montagne comme ça. On va traverser les villages. On voit aussi des anciennes bergeries qui, d'ailleurs, l'autre nuit d'après, vous allez voir, on va aller dormir là. Donc, on traverse nos villages. Le premier qu'on va traverser, c'est Serra di Scopapena. C'est des petits villages. Souvent, c'est là qu'on va prendre notre lunch parce que c'est très intéressant et on est capable de s'asseoir avec les gens qui viennent nous rencontrer, qui nous posent des questions. Comment ça, vous êtes ici? Quand on leur dit, ben, on est une équipe, on vient du Québec. Ah! Ils nous aiment beaucoup, les Québécois, parce qu'on a un peu une image comme les Corses pour eux. Les Corses, ça fait longtemps qu'ils veulent se séparer et ils ont entendu parler que le Québec voulait se séparer. Donc, pour eux, on est une société distincte qui appartient à un pays qui n'a pas la même langue, comme eux, la France, c'est pas la même langue. Donc, quand on dit qu'on vient du Québec, ils sont comme très « Ah, wow! » Ils nous posent beaucoup de questions.
Est-ce que OK. Je vous propose d'emmener votre costume de bain dans votre sac à dos parce que ces 2 journées-là, cette journée-là et le lendemain, on traverse des étangs, des pools qu'on appelle comme des espèces de rivières avec des cascades et des chutes. C'est certain que l'eau est très, très froide, surtout à la période qu'on y va. Il fait chaud, mais l'eau est froide parce qu'elle descend de la montagne. Mais il y a toujours du monde qui dit hey, moi, je veux saucer là-dedans, je vais me saucer. C'est de l'eau douce, douce, douce. Donc, ça vaut la peine. On prend le temps d'arrêter. Soit qu'on va faire le pique-nique là, on arrête, les gens peuvent se baigner, ils se font sécher. Et après, on continue notre route, on continue notre trek. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Un autre village, Sorbogliano, qui est un peu le même principe, petit village de gens qui se promènent. Il y a beaucoup de bergers. Il y a moins de gens qui vivent dans ces petits villages-là maintenant parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont partis à l'étranger ou soit sur le continent. Le jour 5, on va avoir été couché à Cuenza. Donc, le jour 5, on repart avec toutes nos valises et on s'en va sur un autre plateau qui est le plateau du Coccione. Là aussi, on appelle ça les piscines. On est vraiment sur le plateau en haut de la Corse. Et de là, on va partir pour traverser et se rendre dans les bergeries pour dormir dans les bergeries. Vous voyez l'image, c'est un peu comme, je dirais, ça me fait penser un peu à de la toundra. C'est vraiment, vraiment comme des herbes. C'est très, très doux. On a l'impression de marcher sur un tapis. On fait attention pour ne pas trop déranger la végétation, mais on les traverse. Vous allez voir, il y a des chevaux sauvages, il y a du cochon sauvage qui est là. C'est vraiment très, très haut. Très haut. C'est les plus hauts sommets, mais les plus hauts sommets sont à 1800 mètres, donc c'est pas très, très haut. On va se rendre à la Punta Tozzarella. Il y a une croix, donc c'est un des points les plus hauts. On va se rendre là. Ce n'est pas le plus haut parce que le point le plus haut est au nord, mais c'est un des points le plus haut au sud. Donc, on va se rendre à la croix et on continue sur notre trek pour se rendre vers d'autres fontaines, d'autres petites rivières. On traverse encore les plateaux et on va se rendre tranquillement vers la bergerie. Je crois que c'est après. Encore d'autres fontaines. Et ici, on arrive à la bergerie de Bassetta. C'est une bergerie dans laquelle on va aller passer la nuit. Donc, cet endroit-là, c'est très typique. On n'emmène pas nos valises. La journée qu'on va aller là, ce qu'on va mettre dans notre sac à dos, ça va être ce qu'on va avoir pour la nuit. Donc, on prépare nos choses en conséquence. On va aller dormir une nuit là. Il y a des douches, pas d'eau chaude. C'est de l'eau qui est chauffée par le soleil. Donc, quand on arrive assez tôt, on a une eau tiède. On a des camps pour 4 personnes. On va manger là, donc c'est assez, comment je dirais bien ça, on mange un peu comme les bergers mangeaient, la viande, de l'agneau, du fromage. Ils nous servent un vin qui est fait en Corse, mais en altitude de ce coin-là, donc c'est pas les meilleurs vins du monde, mais c'est correct, ça fait la job. Vous avez des chèvres sauvages qui se promènent tout autour. C'est vraiment agréable. Ça, vous voyez, petites cabanes à gauche, qui sont des petites cabanes brunes, c'est des cabanes avec 4 lits, donc on met 4 personnes par cabane. Donc, vous allez être 2 personnes par chambre tout le long du voyage, excepté cette nuit-là, on est 4 par cabane parce qu'on ne peut pas mettre 2 personnes. Même en arrière de la grande cabane, il y a un grand dortoir qui est tout à grandeur, puis c'est pour les gens qui font du GR20, eux, ils dorment là dans ce dortoir-là. Donc, on va dormir là. Vous voyez les images à l'intérieur de la bergerie, à l'extérieur. C'est vraiment agréable. Des fois, il y a des musiciens corses qui sont là, qu'on entend chanter, parce que les chants corses, c'est assez particulier. J'en ai mis d'ailleurs à l'intérieur. Je ne sais pas s'ils sont encore là. Je ne les ai pas revus. On continue. Donc, on va continuer le jour 6. On repart du plateau pour descendre, s'en aller vers Sartène. Je vous disais, il y a des chevaux sauvages. Vous voyez la personne qui marche, là, on est vraiment comme sur un tapis. C'est vraiment spécial de marcher là. Et la nuit, j'ai oublié de vous dire ça, quand on va dormir à l'auberge, à la bergerie, la nuit, ils ferment toute l'électricité. À un moment donné, vers 11h minuit, ils ferment l'électricité.
Et là, on voit des milliers et des milliers d'étoiles au ciel. C'est vraiment extraordinaire. Donc, le lendemain, nous allons partir du plateau du Cochone, où est-ce qu'on est à Insuline. Et de là, on va s'en aller dans la direction de Sartène. On est sur une partie du plateau du GR20. Tout à l'heure, pour le... Ah, on a-tu le son? Non. Ben, vous voyez, on marche nu-pied. On enlève nos bottines et on part nu-pied pour s'en aller traverser les piscines et le sentier. Et c'est hyper agréable, c'est hyper le fun de marcher là-dedans. Il y a les chevaux sauvages, comme vous dites. On est vraiment en haut. On va aller traverser une partie du GR20 encore, qui est la bouche de l'Agneau, et on va redescendre de l'autre côté pour descendre tranquillement vers la côte ouest. Ça, c'est probablement la partie la plus escarpée, qui n'est pas très, très longue, mais c'est la partie que je dirais qui est la plus escarpée, qui n'est pas si escarpée que ça, là, mais qui est comme la plus en haute, la plus pointue. Là. Et on revient vers Sartène. Donc, on ne fera pas le trek complètement de la bergerie jusqu'à Sartène parce que Sartène est trop loin. Donc, on va descendre en bas des plateaux, en bas du plateau du Cochone. Puis, à un certain endroit, on va récupérer nos véhicules avec nos valises et nous allons partir pour se rendre à Sartène et aller s'installer là 2 nuits en hôtel. Et c'est de là qu'on va faire les 2 autres, après ça, les 2 autres treks. Donc, Sartène, c'est une belle petite ville. On va dormir là, probablement qu'on va manger justement dans les restaurants. Ah, voilà ce qu'on risque de peut-être entendre. J'espère qu'on va avoir le son. Non, ça n'a pas l'air qu'on l'a. Est-ce que vous l'entendez, vous autres? Non, on ne l'a pas. C'est. Je peux essayer de. Attends. Parce que normalement, c'est des gens qu'on voit. Ah, voilà. OK. Donc, ça arrive assez souvent qu'on est assis sur une terrasse, qu'on va aller manger, puis avant de rentrer à l'hôtel, on se dit, bon, on va prendre un petit verre pour petit digestif. Et juste à côté de nous, il peut y avoir 3, 4 hommes, 5 hommes comme ça. Puis à un moment donné, même pas d'instrument, ils se lèvent puis ils se mettent à chanter. C'était vraiment ce qu'on entendait, les chants corses. C'est la polyphonie corse. Donc, que ce soit à Ajaccio, à Bastia, mais là, on ne va pas à Bastia, mais à Ajaccio ou dans la bergerie ou à Sartène, même à Bonifacio, c'est possible qu'on rencontre des gens qui se mettent à chanter comme ça à travers, à côté de nous. Et si on a la chance, vous allez probablement vivre quelque chose d'assez extraordinaire parce que le poil va vous lever sur les bras, c'est certain. C'est assez incroyable l'impact sonore que l'on a lorsqu'on les entend chanter. Donc, le jour 7, on va partir de Sartène avec les véhicules. On va s'en aller à Bonifacio. C'est la partie du trek qui est probablement la moins longue parce que on s'en va marcher à Bonifacio. Ce ne sera pas une grosse journée de trek, à peu près 3h30, 4h. Mais on va arriver en bas et du port, on va monter vers la forteresse que l'on voit en haut à droite. Et là, on va rentrer dans la vieille ville. Et le côté vraiment impressionnant de Bonifacio, c'est que Bonifacio est bâti sur une falaise. Et vous avez une partie de la ville ici, et en dessous, il n'y a rien. C'est la mer. Et c'est vraiment... ça fait partie, premièrement, du patrimoine mondial de l'UNESCO. On est complètement sur la pointe sud de la Corse. Et de là, on peut voir la Sardaigne de l'autre côté. Mais la vieille ville de Bonifacio, c'est tout simplement magique. C'est vraiment, vraiment beau. On le voit là, sur la photo en bas où est-ce qu'il y a des maisons qui sont bâties sur les falaises qui sont dans le vide. Et en haut, on voit la partie de la citadelle. Et au bout, complètement, il y a un cimetière qu'on appelle le cimetière des marins perdus. Fait qu'on se rend au bout, on peut aller se promener jusqu'au bout du cimetière. C'est vraiment pour rendre grâce à tous les marins qui sont perdus dans la mer, etc. En bas, c'est pour ça que Bonifacio était une ville très importante à l'époque dans la Méditerranée, parce que vous voyez le port de mer naturel. Donc, les bateaux pouvaient rentrer à l'arrière
et il y a une immense chaîne qui passe d'un côté à l'autre côté, ce qui fait qu'un coup que les bateaux étaient rentrés, on fermait la chaîne et personne ne pouvait rentrer dans le port de mer intérieur, ce qui faisait qu'il était en très grande sécurité. Et la citadelle étant en haut, on pouvait carrément tirer sur les bateaux qui essayaient de rentrer, les pirates, etc. Donc, c'est vraiment c'est une très, très, très belle ville. Vous voyez ici ce qu'on appelle à gauche l'escalier du roi d'Aragon. Dans la mythologie bonifacienne, si je pourrais dire, il semblerait qu'il aurait été attaqué par les Espagnols et le roi d'Aragon, pour pouvoir rentrer, parce qu'il n'était pas capable de rentrer, aurait creusé cet escalier-là à flanc de falaise jusqu'en haut en une nuit pour pouvoir attaquer. Il n'aurait pas pu battre quand même, mais entre moi et vous, ça ne se peut pas. Pas une nuit faire un escalier comme ça. Mais d'en haut, on peut descendre l'escalier jusqu'au bord de la mer, aller voir l'eau qui est bleu aquavelva, et on peut remonter. Et ça vaut le coup. Donc, puis vous voyez la ville à quoi ressemble. Là, on va se promener dans la vieille ville. On va avoir des explications aussi sur l'histoire de Bonifacio, comment elle s'est construite, en quel âge, en quelle année plutôt. Et à la fin, on va reprendre nos véhicules après 3h30, 4 heures de marche. On va être là plus longtemps, mais c'est 3h30, 4 heures de marche. Et après, on va revenir sur certaines pour dormir à certaines. Donc, c'est notre deuxième nuit. Si on n'a pas vu nos chanteurs, on va peut-être les voir le lendemain. Et le jour 8, nous allons partir avec nos véhicules qu'on va laisser sur le bord de la mer et on va aller marcher sur le littoral de Campo Moro. C'est pas très, très haut. C'est comment je dirais ça? C'est une rando qui semble bord de mer, mais c'est peut-être une des plus difficiles parce qu'on marche dans le maquis. Et dans le maquis, il fait chaud. Donc, ce qu'on appelle le maquis, c'est toutes les espèces de broussailles qui sont à peu près l'équivalent de 2 mètres, 2 mètres et demi de haut. Donc, quand on marche à l'intérieur, ben, on n'a pas de vent. On a le soleil qui plombe sur nous. Lorsqu'après ça, on sort du maquis, on est sur le bord de la mer, on marche dans de la roche. Il y a le côté de mer, mais c'est hyper beau, c'est magnifique. Et on voit les tours génoises, comme on voit là, justement dans l'espèce de trou de la roche qu'on voit là. Les tours génoises, c'était les tours de guet qui a tout le tour de la Corse. Donc, la Corse était défendue par ces tours-là. Si jamais la Corse était attaquée à l'époque, ben, on faisait un feu sur la tour pour indiquer à l'autre tour qu'il y avait des gens qui arrivaient. Fait que souvent, si les bateaux arrivaient vers le nord, ben, quand ils arrivaient à Bonifacio, ils étaient déjà au courant qu'il y avait des bateaux qui s'en venaient pour les attaquer. Ils s'étaient déjà préparés. Les tours génoises étaient là pour se donner des renseignements d'une tour à l'autre avec des feux et des signaux, mais aussi pour se défendre et attaquer. On les appelle les tours génoises parce qu'à cette période-là, la Corse appartenait à Gênes, qui était un des principaux qui contrôlait la Méditerranée. À l'époque, il y a eu 3 grandes nations qui contrôlaient la Méditerranée. Il y avait Gênes, il y avait Amalfi, puis il y avait Venise. C'était les 3 cités-États qui contrôlaient. Donc, Gênes contrôlait la Corse. Vous voyez un peu les genres de petits villages qu'il y a autour de la Corse sur cette côte-là. C'est en montant vers Bonifacio. Et les rochers qu'on voit, c'est vraiment, vraiment beau. Là, la Campo Moro, ça fait partie des très belles côtes. Quand je vous disais, là, on est dans le... Oh, veux-tu revenir juste la slide en avant? Quand vous voyez, là, on rentre là, on sort du maquis pour aller sur le bord de la plage, puis marcher sur le bord de la mer. Mais quand on est dans le maquis, vous voyez à gauche là, la hauteur du maquis. Mais quand on est à l'intérieur de ça, des fois, on peut faire une demi-heure à l'intérieur du maquis avant de sortir sur le bord de la mer. C'est là que le soleil tape. Donc, ça prend des bons chapeaux, ça prend de la crème de bronzage pour s'assurer qu'on ne soit pas brûlé. On peut continuer. Donc, on revient sur Ajaccio pour passer notre dernière nuit. On va retourner. Ça se peut qu'on soit au même hôtel, ça se peut qu'on soit à un hôtel différent, mais c'est le genre d'hôtel dans lequel on est à Ajaccio. Et le soir, on va arriver. Dépendant de l'heure qu'on va arriver, on va être capable de probablement sortir un peu sur Ajaccio, vous ayez le temps de le voir. Mais le matin, aussi, avant de prendre notre vol, on va aller se promener dans Ajaccio pour aller voir le marché, aller voir un peu à quoi ressemble.
on est dans le centre-ville, puis c'est pas une grosse ville, Ajaccio, donc on est capable d'aller voir où Napoléon est né, la maison de Napoléon. Tout de suite, vous voyez la rivière, la ville est à côté sur la montagne. Donc, c'est vraiment un bord de mer. Puis, c'est pas une très, très, très grande ville. Donc, on est capable de visiter l'essentiel avant de repartir assez rapidement. C'est juste en face du port. Donc, là, au bout, il y a le marché ici. On voit le marché. Beaucoup de saucissons, beaucoup de fruits. Bon. Et les derniers souvenirs qui n'ont pas été achetés, bon, on peut les acheter là. Immédiatement après, nous, on va repartir pour reprendre notre vol sur Nice. Nice, on va avoir un 4 heures encore, comme je disais, de Nice, d'Ajaccio à Nice. Donc, ceux qui n'auront pas été marchés la première fois. Et après, on prend notre vol pour revenir sur Montréal. On continue. Les coûts, donc le coût du voyage est du 16 au 24 mai 2026. Vous avez le prix 4 849, c'est un rabais payé comptant. On ne peut pas dire c'était le prix, mais il est moins cher que la carte de crédit. La loi nous oblige à dire le vrai prix avec la carte de crédit, c'est 4 979. Mais si vous le payez comptant, transfert d'argent, chèque ou venez payer ici, c'est 130 $ de moins. Les vols sont inclus. Il y a 2 vols, tout est inclus. Donc, tout, excusez le terme en anglais, full pension. Ce qui veut dire que quand vous arrivez, ce qu'il n'y a pas de repas de compris, c'est quand on arrive à l'aéroport de Nice. Parce que comme les vols peuvent jouer, on n'inclut jamais le dîner, on ne sait jamais à quelle heure exactement ça arrive. Donc, il n'est jamais inclus. Le premier repas, il est inclus lorsqu'on arrive à Ajaccio. Et le dernier repas qui est inclus, c'est celui qu'on va prendre quand on va prendre notre vol d'Ajaccio pour revenir, notre petit déjeuner. Et l'autre dîner à Nice, c'est la même affaire, lui, il n'est pas inclus. Donc, il y a 2 repas, je dis libres, mais des fois, les gens, souvent, ils ne mangent pas ou ils vont prendre quelque chose de rapide à l'aéroport. Les pourboires ne sont pas inclus comme de raison, mais ça, on va vous le dire avant de partir comment ça fonctionne. Et comme c'est un trek avec généralement un guide de sentier, donc c'est pas compliqué. On vous le dit à la fin du voyage, on calcule le temps pour le guide et on va le donner au guide. C'est pas comme un trek où est-ce qu'il y a des porteurs, etc. Là où est-ce qu'il y a plus de gens à qui donner des pourboires. Et là, c'est vraiment un guide. Et les autres pourboires, ben, ça va être quand vous achetez une bière, c'est une terrasse avant le soir ou quelque chose de même. Là. Ou si vous décidez d'aller acheter quelque chose pour vous, puis vous décidez de donner pourboire. Mais il n'y a vraiment pas d'autres pourboires. L'équipement, ben là, c'est à vous à l'amener. On vous expliquera après à quoi ça va ressembler. Si il y a des gens qui disent, ben nous, on aimerait ça rester à partir de Nice, faire la Provence ou la Côte d'Azur, on est capable de vous organiser des choses si vous voulez avoir des choses, que ce soit en autotour ou guidé, etc. Pierre, tu n'as pas mentionné sinon une journée typique, là, mettons l'heure de réveil, comme à quoi on peut s'attendre. Là, on a passé jour par jour, mais OK. en C'était-tu la gros. dernière page? Je veux juste Oui, m'assurer. parce qu'après ça, je vais passer au socio-financement puis aux autres OK. trucs. Parfait. OK. Généralement, une journée, on se lève le matin vers 7h30, on prend notre déjeuner. 7h, mettons, on prend notre déjeuner pour être capable de partir vers 8h30. 8h30, 9h, on part en véhicule parce qu'il faut toujours aller à l'extérieur du village dans lequel on est. Puis en général, dépendant des fois, ça peut être 1 heure de route quand on va s'en aller à Bonifacio. Sinon, ou Campo Moro, ça va être 40 minutes. Mais sinon, les autres fois, ça va être plus je vous dirais, demi-heure à peu près, une demi-heure de route pour aller se rendre. Il y en a un de Kwanzaa, 1 heure de route aussi. Fait que c'est sûr qu'on a de la route pour sortir des villages puis aller dans les endroits pour aller faire nos treks. Et on a déjeuné, on part avec notre sac à dos, on laisse notre valise soit dans le véhicule ou soit à l'hôtel parce qu'on est là pendant 2 jours, ou l'autre à certaines aussi. Et on part avec notre sac à dos de la journée, ce qui fait que si notre pique-nique, on ne l'a pas acheté, on emmène juste nos choses en main, mais en général, on achète notre pique-nique d'avance, on le prépare,
et on se sépare tous notre pique-nique, on met ça dans nos sacs à dos de la journée et on part avec ça. Et là, du midi, on arrête dans un des plus beaux endroits qu'on trouve. On sort la nappe, on s'installe et on fait notre pique-nique là. On revient en général dans le village où est-ce qu'on va dormir vers 4 heures, 4h30 pour être capable de se prendre une douche, d'être capable de jaser et après aller manger. Le repas, rarement avant 7 heures. On est en Europe, on est en France. Fait que 7 heures, 7h30, c'est pas mal tout le temps les heures de repas. Et tu dis, Euh, on achète notre dîner, mais les repas sont inclus. Fait que c'est plus oui, comme oui, on va aller oui, faire oui, oui. l'épicerie, vu qu'on mange de Ensemble. quelque chose de frais, Oui, mais oui, 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 tout est oui. inclus. Voilà. En général, c'est le guide et l'accompagnateur de Sentier du Monde et peut-être aussi la personne qui va venir pour le CHU. C'est nous qui préparons le pique-nique, qu'on se le partage. Après ça, on l'amène et on le partage entre tout le monde. Oui, voilà, parfait. OK? Pour pas que les 3 personnes traînent 2 sacs à dos. Fait qu'on partage ça Ouais, avec tout on le monde. répartit le poids en C'est l'effet de groupe. C'est ça que je tout parlais à tantôt. fait, tout à fait. Et Puis les lorsqu'on repas sont a inclus, mais pas nécessairement les breuvages ou consommations. Tu sais, si les gens veulent s'acheter du vin ou tu sais, de d'autres choses, ben là, ça, c'est pas inclus non plus. même l'eau n'est pas inclus jamais dans les treks. Mais l'eau est potable, qu'on disait, ou qu'on peut acheter des Ben pastilles oui, pour les en rendre Europe, potables. l'eau est potable. Il y a des gens qui ont un estomac plus fragile, donc on est en Europe, des fois, il est mieux mettre une pastille dedans, mais l'eau, en général, là, si vous mettez une pastille dedans, il n'y a aucun problème. Là. C'est de l'eau claire, il n'y a pas aucun. Ça va. Quand on dit 4h30 de marche, comme dans les Aiguilles de Bavella ou les villages de l'Altaroca, ou 5 heures de marche, c'est des vrais 4h30, 5 heures de marche. Donc, ça veut dire que quand on part, puis on arrête de faire une pause, c'est pas inclus dans le 5 heures. Quand on arrête de pique-niquer, c'est pas inclus dans le 5 heures. Quand on arrête et on a une explication sur la montagne avec le guide, c'est pas inclus. Donc, 4h30 de marche, 5 heures de marche, c'est un vrai 4h30, 5 heures de marche. Fait que vous pouvez rajouter à ça l'équivalent normalement d'un 35 de plus en temps. Fait que, ce qui veut dire que quand on part vers 9 heures, ben, c'est pour ça que je dis qu'on est revenu vers 4h30, 5 heures. C'est à peu près 7h30, 8 heures. J'ai vu une question qui est arrivée. Est-ce que c'est tous les jours 4h30? Je vais vous les dire. Première journée de marche, 4h30. Deuxième, 4h30. Troisième, 5 heures. Et ils sont toujours faits en gradation de façon à ce que la difficulté, c'est pas la première journée que vous allez avoir le plus gros. C'est toujours en montant. Puis après ça, ça diminue. L'autre journée, c'est 3h30. L'autre journée, 3h30. L'autre journée, 4 heures. C'est tout. Fait que c'est les 2 premières 4h30, l'autre 5 heures. Puis après ça, on tombe à 3h30, 3h30, puis 4 heures. Puis, tu sais, pendant la présentation, là, Pierre mentionnait, tu sais, les bottes, la gamelle, comme de l'équipement. Ça, sachez que quand vous ferez votre inscription, ben, il y aura d'autres, tu sais, rencontres préparatoires aussi avec le groupe. On va vous fournir la liste de matériel. Oui, Fait oui, qu'il y oui. aura autre chose complémentaire aussi. Bon, là, j'ai une question sur les kilomètres environ par jour. On ne parle pas de kilomètres, on parle toujours en fonction de temps parce que vous pouvez avoir un 7 km qui va se faire très, très rapidement en 2 heures, puis vous pouvez avoir un 7 km qui va prendre 6 heures à faire. Donc, c'est toujours en fonction de la difficulté. Fait que quand c'est 4 heures de marche, vous direz que c'est peut-être, bon, je ne sais pas, c'est peut-être 7-8 km. En Corse, là, on ne fait pas des grandes distances. Pas comme Compostelle où est-ce qu'on peut faire jusqu'à 25 km d'une journée parce que c'est plus plat. Quand on a fait 10 km d'une journée, c'est beau parce qu'il y a du dénivelé, il y a de la roche. Fait que c'est pas aussi rapide. Sur un plat, un 3 km, 4 km, 4 km à l'heure, c'est normal. Mais en montagne, c'est pas 4 km à l'heure. Ça peut être un 2 km et demi à l'heure à peu près. Quand on prend un plat, là, ça peut être un 3,5. Donc, mais je vous dirais, moi, quand 7, 8, 9 km, 10, d'après moi, c'est le plus long. C'est dans les plus longs. Qu'est-ce que j'ai vu comme question? Attendez un petit peu. On va passer ça là. Prendre la voiture pour se déplacer, mais on n'a pas conduit. Non, c'est pas vous autres qui allez conduire. C'est vraiment guide de sentier et la personne qui est de Sentier du Monde. On dort en tente ou pas? Non, pas de tente. On est tout le temps en hébergement. Et ce qui est le plus rudimentaire, c'est la bergerie. Et dans la bergerie, c'est des lits.
avec des sleeping bags de fournis. Moi, je dis tout le temps aux gens d'amener un inner, qui est comme une espèce de petite couverture dans laquelle on peut dormir, parce que les gens n'aiment pas trop dormir dans les autres sleeping bags ou des choses de même. Mais les draps sont là. Fait que il n'y a pas de problème. Mais c'est Si des lits confortables. on peut rebondir là, sur la question pour les kilomètres, dans le fond, aussi, on parlait de dénivelé tantôt, là, des journées de 450, 350 et tout ça. Pour vous donner une idée, le Morford, c'est 500 qu'on avait regardé, Ouais. la piste 4 Mais, km. Là. mais 450 km ou 500 mètres, excusez, c'est pas 500 mètres qu'on monte comme ça sans arrêt. Comme on a des plateaux, on va monter, on est plus plat, on monte encore un peu, on redescend un peu, on remonte. Fait que quand on dit 450 mètres dénivelé positif et négatif, ça veut dire que dans la journée, on va monter positivement 450 mètres et on va redescendre 450 mètres. Ce qui veut dire que si on monte 450 mètres, on va redescendre 450 mètres. On vient au même niveau dans lequel on était. Et ce n'est pas 450 mètres, on monte, puis on descend. C'est tout le temps en dénivelé. On monte un peu, on descend un peu, on monte un peu, on descend un peu. Mais on va monter jusqu'à 450 mètres positifs au total. Voilà. Donc, si je peux continuer par rapport à... Ah, il y a une autre question. Température à ce temps de l'année. Au mois de mai, il fait très beau, même très chaud. Les nuits peuvent être fraîches, par exemple. Les nuits sont fraîches parce qu'on est quand même en altitude. Il fait très beau, mais il faut quand même amener un imperméable, que ce soit un imperméable ou un poncho, parce que la Corse, la température peut tourner comme ça et il se fait, comment je dirais bien ça, là, la pluie peut arriver d'un coup sec. Donc, il faut toujours avoir avec nous un imperméable et quelque chose qui va briller dans notre sac à dos aussi. Mais on est bien là. Puis quand on est comme tout à l'heure, je parlais du maquis, quand on est sur le bord de la mer, vous êtes dans le maquis, qui fait 24 degrés, puis le soleil plombe, c'est chaud. C'est très chaud. Tandis qu'en montagne, ça va monter à 22, mais avec le vent, on le sent moins. Mais c'est très bien. C'est le bon temps pour y aller. C'est beau. C'est beaucoup mieux que si on y allait en plein été. Génial. Fait que je vais reprendre Oui. la balle parce que là, je vois le temps filer. Fait que je vais finaliser les dernières Excuse-moi. informations. Puis, ben non, c'est vraiment correct. On se posera on fera d'autres questions à la période de questions, là, s'il y a d'autres D'accord. choses qui vous pop. Donc, on disait que le coût du voyage, c'est 4 979. Sachez que ça coûte la même chose que si vous vous inscriviez directement avec les Sentiers du Monde. Il n'y a pas une marge là, qui est en don à la Fondation. En fait, comment on rend cette activité-là lucrative et caritative? En fait, là, c'est avec la levée de fonds. Donc, vous avez un défi sportif, mais vous avez aussi un défi de donateur, de philanthrope. Donc, vous devez amasser 3 000 en dons minimum pour faire le voyage. Euh, donc, nous, ce qu'on vous fournit comme outil, ben, on vous fournit un lien. Vous pouvez avoir un formulaire de dons en ligne. Puis, on peut vous fournir aussi du matériel de sollicitation, là, comme des gabarits de lettres, et des courriels de remerciement ou de sollicitation, des boîtes de dons, des affiches, des cartes d'affaires. Bref, il y a plein de choses qu'on peut vous fournir pour vous aider. Puis, ça peut peut-être faire peur d'amasser 3 000 mais sachez qu'avec les années, là, puis je dis, là, c'est la 7e édition, c'est jamais arrivé que quelqu'un ne l'atteignait pas. Je disais, là, vous vous lancez dans un défi qui est extrêmement impressionnant, que vous dépassez et tout ça. Fait que souvent, ça génère beaucoup d'engouement. Tu sais, avec la force des réseaux sociaux, ben souvent, les gens, juste avec ça, là, sans organiser de souper spaghetti ou de tournois de bowling, puis tout ça, là, juste avec la force des réseaux sociaux, on réalise qu'on est capable d'atteindre le montant. Euh, Puis aussi, ce qu'on peut faire aussi, c'est vous jumeler. Mettons que vous dites, ah ben nous, on est une mère et une fille qui s'inscrit ensemble en Corse, on voudrait avoir un formulaire parce que, mettons, nos cousins, nos proches ne sauront pas à qui donner. Ben, on peut faire un formulaire. C'est juste que là, votre objectif, il est de 6 000 au lieu de 3 000. Puis je vous ai donné là, un exemple de nous, ce qu'on vous fournit. Là. Fait qu'on vous fournit le gabarit, mais tu sais, vous, après ça, vous pouvez le personnaliser avec votre message, votre photo, la raison qui vous pousse à faire cette levée de fonds-là, puis ce voyage-là, ce défi. Puis, c'est aussi possible de dédier vos fonds à un département ou à un service. Il y a plusieurs participants qui, au fil des années,
étaient eux-mêmes un ancien patient d'un département ou des proches de leur famille ont une condition ou une maladie. Donc, c'est ça qui les touche puis qui les pousse à vouloir faire une levée de fonds. Donc, ça, il y a pas de problème, en fait, que vous, les sous que vous ramassez pendant les 7 prochains mois, ben, ce soit au profit de quelque chose de précis. Puis si vous, il n'y a pas quelque chose qui vous parle plus qu'autre chose, puis que vous voulez ramasser comme vraiment pour la cause, ben nous, tous les sous vont aux besoins prioritaires de l'hôpital, de nos 2 hôpitaux puis du centre de recherche. Là, fait que tous vos besoins prioritaires, l'argent va là. Donc voilà. Euh, donc ça, c'était l'exemple de la levée de fonds. Donc, les prochaines étapes, en fait, là, moi, quand la rencontre va terminer, je vais voir combien de temps ça prend là, avant que l'enregistrement se télécharge, mais je devrais être capable de vous envoyer ce soir ou demain matin un courriel résumé avec le lien de la rencontre là, si vous voulez le réécouter. Donc, il résume vraiment les informations qu'on a passées ensemble. Et aussi là-dedans, ben, il y a le lien pour s'inscrire officiellement et faire partie du voyage. Les inscriptions, donc on disait, c'est avec le 1000 $ de dépôt qui sera avant le 1er décembre. Donc, ça vous laisse un mois pour y penser. Et ensuite, là, les autres versements pour atteindre le montant total du voyage se feront en janvier et en mars. Donc, si vous êtes extrêmement motivé dès demain à vous inscrire, à faire votre dépôt, ben, dès demain, vous pouvez commencer aussi votre socio-financement. Là. Fait que nous, on va vous accompagner là-dedans. Vous pouvez tout de suite partir sur les réseaux sociaux puis amasser des dons. Fait que ça, c'est pas obligé d'attendre la date du 1er décembre. Là, fait que voilà. Puis aussi, ben, quand le groupe sera créé, puis on aura là, nos participants finaux, ben, on va pouvoir se faire, nous, des rencontres avec le groupe final, là, donc pour parler de le matériel obligatoire versus ce qui est suggéré, les autres détails. Il va aussi avoir des sorties préparatoires. Donc, en groupe, on va aller monter des montagnes, faire des treks, se motiver en nous, créer une chimie de groupe aussi selon les disponibilités, bien sûr, du groupe. Là. Et ça, ces sorties-là, ben, c'est oui, se préparer physiquement, mais surtout créer le team building. La préparation, elle est aussi individuelle, dans le sens où c'est à vous aussi de vous entraîner de votre côté pour, comme vous savez, votre forme physique, vos défis personnels et tout ça. Mais sachez que nous, on peut aussi vous aider à bien vous guider dans cette préparation-là. Donc, vous ne serez pas seul. Donc, on peut vous guider et vous soutenir et dans la campagne de sociofinancement et dans la préparation physique, en fait. Donc, c'est 2 types de soutien qu'on apporte. Donc, c'est ça, on pourra vous fournir un plan d'entraînement et un plan de match là, quand le groupe sera confirmé. Puis, ben, comme je disais, là, c'est vraiment la force de cet événement-là, c'est l'effet de groupe. C'est qu'on réussit à se surpasser, à réaliser des exploits qu'on n'aurait peut-être pas fait seul. Fait que c'est un groupe qui est très, très, très soudé après année. Puis, tu sais, moi, personnellement, je ne l'ai pas fait, mais Vanessa, ma collègue, elle l'a fait, puis je vois qu'elle a la main levée. Fait que je ne sais pas si toi, tu avais des trucs à ajouter par rapport à ça. Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Fais-moi signe, Sandrine, bref, ou... Oui. Oui, OK, super. Oui, oui. Ben, en fait, oui, c'est ça. Mon nom est Vanessa Côté, je suis directrice des événements à la Fondation du CHUS. J'ai eu la chance incroyable de pouvoir participer à 3 éditions avant de passer le flambeau à ma collègue Sandrine. Donc, j'ai fait le Maroc, le Japon l'an passé et j'arrive fraîchement du Pérou. Euh, Ce que je voulais mentionner, c'est qu'effectivement, tu sais, il y en a plusieurs qui, bon, il y a plein de monde qui sont à la rencontre d'informations ce soir, puis j'en vois déjà plusieurs qui ont assisté à des défis passés. Donc, je me dis qu'ils ont probablement aimé l'expérience s'ils réitèrent ou s'ils ont la curiosité de s'inscrire à nouveau à la rencontre d'information. Chaque édition, tu sais, on envoie un sondage pour savoir, bon, est-ce que les gens, vous avez apprécié votre expérience, évidemment, par rapport à la campagne de sociofinancement? Est-ce que vous avez trouvé difficile d'amasser le montant? Puis, tu sais, je peux vous dire que chaque fois, évidemment, tu sais, au début à la rencontre d'information, les gens ont peur du montant, le 3000, mais habituellement, là, tu sais, en fait, c'est ça, Sandrine l'a mentionné, c'est jamais arrivé que personne l'a atteint. Puis, je dirais en 3, 4 mois, souvent, le montant est atteint, puis le reste, c'est juste supplémentaire. Puis,
Les gens atteignent habituellement entre 4 000 5 000. Donc, évidemment, les besoins sont toujours là à l'hôpital. Alors, il n'y a jamais de maximum à atteindre, mais je pense que ça prouve statistiquement que le montant est raisonnable de ce côté-là. Puis, dans les commentaires aussi, bon, mais c'est ça, il y a souvent des gens qui vont s'inscrire seuls, que c'est leur première expérience de groupe, qui sont un peu craintifs. Non, Valérie, je te demanderai pas de partager ton expérience, mais je sais que Valérie, justement, elle arrive du Pérou, puis c'était un peu ça, c'était la peur de s'inscrire seule dans un voyage de groupe. Puis finalement, on dirait que la synergie qui est créée avec tous les gens, puis il y a vraiment un esprit d'entraide. Puis, tu sais, je peux vous dire quelques commentaires là, des sondages passés, mais tu sais, dans ce que les gens transmettent comme commentaires généraux, c'est qu'ils ont vraiment apprécié les liens créés lors du défi, l'esprit de soutien, la collaboration, l'empathie, les défis, que ça va rester une expérience gravée à tout jamais dans leur cœur. Bref, que ce soit, bon, pour moi, le trek a été le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie. Donc, je pense que tous les arguments sont là. Somme toute, c'est vraiment des expériences positives. Fait que soyez sans crainte. Même si vous êtes seul ou si vous êtes deux, je pense que les gens qui s'inscrivent souvent aux défis sportifs, ben, ils ont tous le même désir, évidemment, de se dépasser, mais aussi de soutenir une cause qui leur est chère. Donc, c'est souvent le même type de personnalité, là. Puis voilà, j'ai vu Marc-Antoine aussi qui était là, qui a fait le Japon l'an passé. Donc, allô à tout le monde qui était là des éditions passées. Fait que je pense que ça résume bien ce que je voulais dire, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, des craintes, n'hésitez pas à me contacter, Sandrine ou à moi, puis je pourrais partager évidemment mon expérience là, des dernières éditions. Puis Vanessa, quelqu'un demande est-ce que c'est des gens qui s'inscrivent seuls majoritairement ou la plupart, c'est comme déjà des duos, déjà des amis, déjà des couples? Je dirais que c'est vraiment partagé. Bon, ben, exemple, pour le Pérou, on a eu quand même, je dirais, je pense qu'il y avait 4 personnes seules sur, au final, on était 21. Donc, personne seule ou des duos. On avait un groupe de 4. C'était la première fois qu'on avait ce nombre de personnes. Puis, je vois aussi par rapport à l'âge, ben, ça dépend toujours du défi sportif. Là, je pense que la course, là, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est un défi sportif de luxe dans le sens où on dort en hôtel et non en tente versus le Pérou, on a eu des nuitées en tente. Alors, par rapport à l'âge le plus jeune, on a eu quelqu'un qui s'était inscrit avec sa fille et sa fille était au secondaire. Donc, je ne sais pas au niveau de Pierre si il y a un inconvénient au niveau de 18 ans ou l'âge des enfants, là, Ouais. mais Normalement, il faut que les jeunes aient entre 14 et 16 ans minimum. OK. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si Julie, ça répond à votre question, mais par rapport à l'âge, puis même, on avait une dame qui a fait le Pérou elle avait plus de 70 ans. Alors, je pense que c'est des défis qui sont relativement accessibles, mais on pourra rentrer peut-être plus dans les détails au niveau de l'entraînement éventuellement aussi, Ouais. là. Martine, vous avez la main levée? Bonsoir. J'avais une question. Est-ce que l'argent qu'on amasse peut être orienté vers un secteur en particulier? Je travaille au centre de réadaptation au programme enfants et je sais qu'on a gravement besoin d'équipements sportifs en prêt. On a besoin de les renouveler. Est-ce qu'on pourrait dire que moi, l'argent que j'amasse pourrait être dédié à ce programme-là? On pourra s'en reparler de votre cas précis, mais on le sait que c'est possible de le dédier à des départements et des services. Après ça, pour l'achat d'équipements précis, ça, on se reparlera pour que je fasse mes validations aussi de mon côté. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, c'est ça. Fait que moi, dès que l'enregistrement est prêt, je vous envoie le courriel avec le résumé de la rencontre, le lien vers l'enregistrement et le lien pour s'inscrire. Fait qu'il y avait des gens qui disaient c'est-tu premier arrivé, premier servi? Ben, le lien, le seul endroit qui va être là, pour le départ, là, ça va être à vous dans le courriel que j'envoie. Fait que vous aurez là, la primeur du lien puis du formulaire pour s'inscrire. Après ça, il va être disponible bien sûr sur notre site web par la suite, là, mais sachez que vous le recevrez en premier.
Puis, après ça, là, quand le groupe sera créé, ben, comme je disais, on fera des rencontres d'information de matériel, on fera des sorties, on vous soutiendra pour la levée de fonds, etc. Fait que, on va devenir meilleurs amis dans les prochains mois, vous allez voir. Fait que, Pierre, ta phrase préférée, prêt pour le voyage de votre vie? Oui, hein? C'est le temps de plonger dedans. La, la, Fait la, la phrase de Sentier du Monde là, ouais. qui Et résume c'est un peu pas. l'expérience Et- qu'on vit. tout à fait. Et c'est pas un prêt. Parce on a déjà fait un salon, puis quelqu'un est venu me demander est-ce que vous faites des prêts pour les voyages? Je dis non. Être prêt, on s'investit, on plonge dans le voyage. Voilà. Fait que, on vous dit un gros merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui restent non répondues? On peut prendre le temps tous ensemble. Puis aussi, je voulais juste prendre le temps de glisser un petit mot sur l'autre défi parce qu'on a lancé 2 défis en même temps. Donc, si jamais il y a suite à cette rencontre-là, vous êtes motivé par la course, mais vous êtes quand même curieux de l'autre défi, ben sachez que c'est mardi prochain, même heure, donc à 19h. Fait que ça aussi, dans mon courriel, je vais mettre le lien vers cette rencontre-là si celle-là aussi vous intéresse, puis que vous hésitez pour votre choix ou que vous avez envie de faire les deux. Fait que, voilà, sachez qu'il y aura ça aussi dans mon courriel que j'envoie. Je Il y a une... voulais ajouter OK. au niveau de les procédures d'inscription, là, donc dans ton courriel, Sandrine, que tu vas faire parvenir, donc les gens vont premièrement s'inscrire avec un formulaire, ils vont remplir un formulaire de la Fondation du CHUS, puis une fois que ce sera complété, ils recevront un lien pour s'inscrire avec Sentier du Monde. Puis c'est avec Sentier du Monde que le dépôt sera à payer. J'ai juste, Exact. Oui, c'est voilà. vrai. Peut-être que c'était pas clair, mais en fait, c'est moi qui vais entrer en contact avec vous pour vous envoyer le lien vers pour payer là, puis remplir vos informations. Fait que dès que vous complétez le formulaire de la Fondation du CHU, j'entre en contact avec vous. Il y a quelqu'un qui Voilà. pose la question si le dépôt est remboursable. Le dépôt est remboursable si jamais le voyage était cancellé, soit par nous, soit par la Fondation. Mais si le voyage n'est pas cancellé, le dépôt n'est pas, est pas remboursable. C'est pour ça que c'est important que vous preniez une assurance voyage, que ce soit pour l'annulation, interruption de voyage, mais aussi parce que c'est un trek. Donc, nous, on oblige les gens à prendre une assurance pour s'assurer qu'ils ont une assurance santé. Si vous n'avez pas, on est capable d'en vendre. Sinon, ben, si vous en avez une, on va vous demander une preuve d'assurance, comme de quoi vous avez dit à votre assurance que vous allez faire un trek. Oui, puis je veux compléter aussi, donc on l'a mentionné un peu plus haut dans le clavardage. Alors, il y a 15 places pour le voyage, puis c'est premier arrivé, premier servi. Alors, voilà. Donc, Pierre et moi, on reste connectés pour les autres questions, mais sinon, nous, ça faisait le tour de ce qu'on avait envie d'aborder avec Mm. vous. S'il y a des trucs que vous voulez aussi, tu sais, vous avez des questions qui vous popent pendant la nuit, ben, vous aurez mes coordonnées là, pour me contacter demain sans problème. Fait que je vous remercie beaucoup et au plaisir de partir avec vous dans ce défi sportif. Je vais arrêter l'enregistrement.